Alors, ça s'appelle Réflexion sur les incertitudes de gestion du risque. Mais dans le fond, ma présentation, elle est préparée en fonction de susciter des réflexions sur les outils qu'on utilise couramment en santé au travail pour faire de la gestion du risque. Alors, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est l'analyse du risque, mais je vais apporter, bien sûr, la précision. Ce que j'entends par risque, c'est la probabilité de voir une augmentation de l'incidence d'un problème de santé attribuable à une exposition à un facteur de risque en milieu de travail, par rapport à ceux qui ne sont pas exposés à ce facteur. Alors, bien sûr, la gestion du risque, vous savez ce que c'est, ça s'attache à l'ensemble des choix et décisions qui permettent de mettre un individu à l'abri d'un risque potentiel ou existant. Bon, tout le monde connaît le paradigme recherche-analyse des risques et gestion des risques. J'ai toujours apporté une petite différence. On voit toujours identification du risque, exposition, relation dose-réponse et caractérisation du risque. Et pour moi, l'analyse de risque, parce que bien sûr il y a la recherche, mais l'analyse de risque, elle est utilisée par deux approches, l'approche épidémiologique et l'approche toxicologique. L'approche épidémiologique, par des études étiologiques, cherche à vérifier s'il y a un lien de causalité et cherche à évaluer le risque relatif, donc voir s'il y a une augmentation de l'incidence en étant exposé à un facteur de risque. L'approche toxicologique, c'est une approche, comme vous savez, qui est plus souvent indirecte, c'est-à-dire qu'on utilise des données de la littérature animale, humaine, épidémiologique, clinique, avec une banque de données pour estimer le risque, avec toutes les données qu'on possède sur la relation dose-réponse. Et dans l'approche toxicologique, on fait des calculs d'excès de risque attribuables ou des études de conformité aux normes. Et le plus souvent, ce qu'on appelle souvent analyse de risque en milieu de travail, c'est très souvent une analyse de conformité à des normes, puisqu'on fait une analyse de l'exposition et on la confronte à une norme. Alors donc, je vais parler des incertitudes reliées aux normes. Alors, le mot incertitude, bien sûr, c'est toujours présent dans toutes les études scientifiques à divers degrés. C'est particulièrement inconfortable pour le décideur et peut-être vécu avec anxiété, voire angoisse par le citoyen, par le travailleur. Alors, le dilemme, c'est comment agir sans être parfaitement sûr. Alors, c'est pour répondre à ces questions quand, dans les années 70, l'approche d'évaluation du risque a été développée et qui s'est poursuivie depuis. L'objectif, bien sûr, c'était de mieux gérer les risques. Alors, les approches de gestion, c'est voir au développement de normes, s'assurer de leur mise à jour et de leur application, le rôle de IRSST, CSST, si vous voulez. Gérer en fonction des résultats d'une analyse de risque et de la prise en compte de facteurs socio-économiques et politiques. Appliquer le principe de précaution dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il y a un degré d'incertitude élevé, manque de preuves scientifiques clairement établies pour le lien causal, et lorsque le risque peut être si élevé et les coûts d'une action correctrice future si importants que la prévention est préférable. Alors, le défi méthodologique, c'est l'essentiel des problèmes à gérer concerne la toxicité chronique provoquée à des faibles expositions. L'incidence des effets est également généralement faible, c'est-à-dire la probabilité de voir ces effets chez des personnes exposées. L'évaluation de l'exposition est souvent difficile. Les symptômes et signes cliniques apparaissent après un délai qui peut atteindre plusieurs années pour des maladies chroniques, telles que le cancer. Les maladies sont rarement spécifiques aux contaminants analysés, contrairement, bien sûr, aux maladies attribuables à des problèmes biologiques. Une maladie infectieuse, si tu as la rougeole, tu peux détecter le virus de la rougeole, mais être exposé à des substances toxiques, c'est rarement la maladie qu'on cherche à vérifier s'il y a un lien causal est rarement la seule cause. Les causes de maladies sont multifactorielles avec une intrication de facteurs endogènes et exogènes. Alors, le développement des normes. Les effets considérés avec seuil, alors la détermination de seuil critique d'apparition d'effets, on détermine des low AL ou parfois les niveaux maximaux sans effet, les no AL, Non-Observed Adverse Effect Level. Puis, les gens attribuent des facteurs de correction pour tenir compte de ces incertitudes, en induisant parfois des incertitudes, et même souvent. Et bien sûr, il y a les effets considérés sans seuil, généralement pour les cancers. On utilise comme outil des niveaux virtuellement acceptables. Les limites et incertitudes reliées à l'approche des effets avec seuil. Alors, il y a plusieurs types d'effets. On admet donc qu'il y a un seuil et on essaie, sur le plan scientifique, non pas de faire un exercice qui nous permet de voir la relation dose-réponse pour faire une analyse de risque pour toutes les concentrations,
mais de voir quel est le niveau sous lequel il n'y a pas d'effet observé, du moins d'augmentation significative par rapport à un groupe non exposé. Alors donc, afin de tenir compte du caractère incomplet des données qui nous permettent d'établir les NOEL ou l'OL, on divise par des facteurs de sécurité dont je vais parler pour établir les normes, alors les concentrations de référence, doses de référence, les doses journalières admissibles. Alors, les marges de sécurité, bien, tout le monde connaît 10, 10, 10, 10, 10, 2, selon plein de critères. Création des principes d'incertitude reliés à l'approche des effets avec seuil. Alors, déjà dans les années 50, les toxicologues ont développé des approches pour définir des limites d'exposition visant à protéger la santé, approche qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, ils étaient guidés, bien sûr, pour les phénomènes considérés avec seuil, que toute substance peut devenir nocive au-delà d'une certaine dose d'exposition et les effets nocifs peuvent être évités si on s'assure de faire en sorte que cette dose ne soit pas dépassée. Alors, les scientifiques de la Food and Drug Administration ont été les premiers à avoir le mandat de développer des outils pour gérer le risque. Alors, la démarche proposée pour déterminer des NOEL par ces gens-là, c'était de comparer des groupes d'animaux à différentes doses avec un groupe contrôle non exposé, puis vérifier s'il y avait une différence statistiquement significative entre un ou plusieurs des groupes exposés à différentes doses. Alors ici, on voit que le taux sur 86 animaux, 49, 52, 50 exposés, ici non exposés, bien on a 3,61 de malades avant des exposés, 8,2 13 et 20. Alors, on est porté à penser qu'ici, il y a déjà une différence statistiquement significative, mais avec les outils statistiques qu'on utilise, avec le 5 de différence, il n'y a pas de différence significative dans ce protocole-là avec le nombre de sujets que j'ai. C'est ici qu'est l'OL. Alors, vous pouvez comprendre que si on avait pris plusieurs doses, on serait peut-être arrivé à établir un LOL et NOEL plus près. Donc, il y a une incertitude attribuable au nombre de doses qu'on utilise et également à la puissance. Si j'avais à chaque dose un nombre très élevé d'animaux, j'augmente la précision, donc je réduis l'intervalle de confiance sur la valeur que j'obtiens comme NOEL ou LOL. Alors, avec l'approche précédente, bon, on voit très bien qu'une quantité d'informations importante est perdue concernant la relation dose-réponse, et c'est pour ça que des chercheurs ont proposé, comme démarche, d'établir avec des modèles de relation dose-réponse, en ajustant les modèles aux données observées à différentes doses, et après avoir ajusté un modèle, prendre une dose repère, qui appelle les benchmark doses, à 1 ou 5 puis là, appliquer à cette dose repère les fameux 10-10-10 pour établir des normes. Alors, vous voyez déjà où il peut y avoir bien des incertitudes. Puis, en plus, quand on passe de l'animal à l'humain, il faut ajuster des facteurs de pondération animal-humain pour tenir compte de l'humain. Maintenant, je vais parler des effets sans seuil. Alors, les concepts du risque acceptable. Alors, l'hypothèse de sans seuil, c'est que le risque d'excès de cancer dans la population exposée à l'agent à l'étude par rapport à l'incidence observée dans la population non exposée augmente avec l'augmentation de la dose à partir de la dose 0. Dès qu'il y a une exposition non nulle, il y a un risque non nul, c'est-à-dire une probabilité qu'il y ait une différence d'incidence potentielle par rapport à un groupe non exposé. On calcule un excès de risque, ou risque attribuable, à la dose X. C'est égal à la probabilité observée à la dose X moins la probabilité à la dose 0. Alors, ce concept d'absence de seuil, potentiellement cancérigène, s'appuie sur l'hypothèse qu'une seule mutation d'ADN est suffisante pour induire un risque de cancer. Alors, diverses hypothèses sont proposées pour expliquer le comportement des substances chimiques cancérogènes à faible dose, ce qui a donné lieu au développement de plusieurs modèles de relation dose-réponse qui sont proposés dans la littérature pour estimer les risques et estimer l'excès de risque par rapport à des groupes contrôles. Alors, cette notion d'absence de seuil a amené plusieurs organismes dont le mandat est de protéger la santé à proposer des nouveaux concepts pour gérer les risques, qu'on appelle la dose virtuellement sûre, et correspond à un excès de risque attribuable aux facteurs étudiés qui est considéré acceptable socialement. Alors, qu'est-ce que c'est l'excès de risque acceptable socialement? C'est le risque additionnel attribuable spécifiquement aux facteurs de risque que la société est prête à accepter
l'EPA propose un risque acceptable d'un excès de cancer ou un cancer attribuable par 10 millions de personnes exposées. Donc, c'est quelle dose qui va induire ce 1 sur 1 million d'excès? Alors, les données disponibles montrant un risque réel proviennent d'études où l'exposition est relativement élevée. Alors, il faut extrapoler à faible dose. La validation des résultats d'excès de risque calculés pour des très faibles doses, bien en deçà des doses pour lesquelles on a observé des effets, sont hors d'atteinte, généralement, à toute personne pour réussir à valider les modèles à ces doses-là. Alors, l'analyste est évidemment contraint d'utiliser les données qui existent avec leurs limites épidémiologiques et toxicologiques pour développer sa dose virtuellement sûre. Le choix des études dépend de la qualité, des méthodes d'évaluation de l'exposition, de l'évaluation des effets, de la puissance des études, donc le nombre de sujets exposés, du contrôle de facteurs confondants, facteurs modifiants, donc de bien de facteurs. Tous ces facteurs, s'ils ne sont pas considérés ou s'ils sont mal évalués, induisent des incertitudes. Alors, lorsque les études animales sont les seules disponibles, cela entraîne bien sûr des incertitudes additionnelles pour extrapoler à l'humain. Alors, d'un point de vue santé publique, bien sûr, devant tant d'incertitudes, pour calculer la dose virtuellement sûre à un excès de risque considéré socialement acceptable, plusieurs organismes de gestion préconisent une approche prudente en utilisant des modèles d'estimation très conservateurs. L'EPA propose d'utiliser la procédure de linéarisation du modèle multistage, et lorsque on a seulement des données épidémiologiques, ils utilisent un modèle purement linéaire pour estimer le risque, et en général, au Canada, on utilise les pentes de ces modèles pour estimer les risques à faible dose pour nos populations de travailleurs ou la population générale. Ces deux modèles ont en commun de s'appuyer sur l'hypothèse d'absence de seuil. Donc, à partir de la dose 0, il y a un effet. Alors, donc, si on a plusieurs points, on ajuste le modèle multistage linéarisé qui a pour effet d'estimer le risque pour l'intervalle de confiance sur les données que nous avons, le plus conservateur, à 95 %. Et aussi passer pour cet intervalle de confiance par la dose 0. C'est ça la procédure de linéarisation. Et puis le modèle linéaire, bien, on a des données, on ajuste ce modèle linéaire, on prend la 95e percentile d'intervalle de confiance de la pente, puis on estime pour quelle dose on obtient notre risque acceptable. Alors, l'hypothèse par défaut, l'humain est aussi sensible que l'espèce la plus sensible, le tissu cible le plus sensible ou la lignée animale la plus sensible testée. Toutes les substances chimiques agissent comme des radiations ionisantes à faible niveau d'exposition, c'est-à-dire que l'absorption d'une seule molécule, c'est ce qu'on croyait, augmente la probabilité d'induction d'un cancer. On va y revenir. Ce dernier critère suppose qu'il y a une interaction directe avec l'ADN, une réponse linéaire à très faible dose. Je donne des exemples, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, formaldéhyde. Cette étude a servi longtemps à établir les normes pour les risques de cancer aux États-Unis. Alors, à la dose 0, sur 199 animaux exposés, 0 effet de cancer nasopharyngé. À la dose 2 ppm, 0 sur 200. À la dose 5,6, 2 sur 200. Et à la dose 14,3, on voit que c'est cancérogène, du moins à forte dose. Mais le modèle estime quel est le risque jusqu'à 0. Alors, on a ici le modèle multistage et la procédure de linéarisation. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est que si j'appliquais seulement l'estimation du risque pour un excès de cancer de 1 sur 1 million avec le modèle multistage, avant procédure de linéarisation, ça prendrait une dose de 0,163 ppm ou 163 000 ppb pour avoir un excès de risque de 1 sur 1 million, alors que la dose virtuellement sûre, établie avec la procédure de linéarisation, donne 827 au lieu de 163 000. Vous voyez le facteur d'incertitude que ça induit, mais en même temps de protection que ça induit. Le but recherché. Alors, un autre exemple rapidement, avec l'acétylaminofurine. Alors, je vais juste montrer qu'en appliquant plusieurs modèles, entre le moins conservateur et le plus conservateur pour un excès de risque de 1 sur 1 million, ici, j'ai presque 1, puis ici, j'ai presque 10 à la moins 4. Donc, il y a un facteur d'à peu près 4000 au moins entre les deux. En Australie, ils proposent une autre approche. Ils prennent les données qu'ils possèdent sur une étude cancérogène, puis ils appliquent une dose repère, puis après, ils apportent des corrections. Je vous montre qu'est-ce qu'ils font. Ceci, c'est pour le nitrodiméthylamine.
Ils ont appliqué 16 doses à 48 animaux par dose et un groupe contrôle de 192. Puis là, ils appliquent tous les modèles possibles. Weibull, gamma, log normal, log JIT, etc. Et là, ils prennent comme dose repère la dose pour laquelle il y a 5 d'excès pour chacun des risques. Puis ils prennent la valeur moyenne des doses repères qu'ils obtiennent avec tous les modèles pour établir ce qu'ils appellent, dans le fond, ça ressemble à leur Lowell, du moins leur démarche pour estimer leur risque. Alors, ça donnait une dose moyenne de 0,02 mg ou 20 microgrammes par kilogramme par jour à peu près. Alors, ils ont appliqué extrapolation interespèce, un facteur 3 à 5, c'est de pondération. Variabilité intra-espèce, 10. La base des données adéquates, 2. Alors, ils se donnent des critères, 1 à 2, high, medium, low. Alors, ils trouvaient que la qualité était excellente. En plus, ils font une étude de risque pour un facteur quelconque, mais ils ajoutent en plus un facteur de sécurité de 10 parce que c'est grave. Puis, en plus, elle était génotoxique à des doses plus élevées. Il y a juste un facteur de 5 pour arriver à un facteur de sécurité de 3 000 à 5 000. Donc, ils prennent la valeur moyenne qu'ils obtenaient avec tous les modèles à 5 puis ils divisent ça par 3 000 et 5 000 pour obtenir, au lieu de la valeur moyenne de 0,02, ils obtiennent 4 nanogrammes par kilo à 9,3 nanogrammes par kilo. Alors, la cancérogénèse. Exemple de phénomène ou d'événements qui conduisent à la transformation d'un tissu physiologique en tissu cancéreux. Alors, l'étude du génome des cellules tumorales humaines révèle un nombre de modifications génétiques, des mutations, et épigénétiques, beaucoup plus grand que celui auquel on s'attendait. Alors, les mutations, bien sûr, c'est des erreurs de copie de matériel génétique. Et il y a 60 000 milliards de cellules, il y a chaque jour 200 milliards de cellules qui meurent et sont remplacées. Et les mutations se produisent dans la très, très, très grande majorité des cas lorsque les cellules se divisent pour remplacer des tissus ou des cellules qui ne servent plus. Ceci, ça m'amène à dire tout de suite que les cancers, on les retrouve plus souvent dans les tissus pour lesquels il y a un renouvellement de cellules fréquent. Alors, les tissus, la peau, le système digestif, les poumons, mais un cancer du cerveau qui est un cancer de neurones, ça n'existe pas chez l'adulte. Un cancer du cerveau, c'est un cancer des cellules de structure qui, elles, se multiplient. Les astrocytes, les oligodendrocytes. Les cancers des neurones, on les voit seulement chez des enfants, alors que les cellules se divisent pendant qu'ils sont au sein de la mère. Et là, il y a une possibilité d'erreur de mutation. Chaque cellule saine remplit exactement la même fonction que la cellule morte. Alors, un cancer, c'est une maladie génétique causée par un processus de type stochastique. Contrairement à des maladies non cancérogènes, les maladies cancérogènes, pour chaque individu, on va finir par atteindre un niveau qui va induire un effet. Une maladie qui est induite par un processus stochastique, c'est qu'il y a des gens qui n'auront jamais le cancer, même en étant exposés à des cancérogènes élevés, puis il y en a d'autres qui vont l'avoir parce qu'ils auront, par hasard, eu les mutations qui touchent les cellules, les gènes qui induisent le cancer. Tout simplement. Une centaine de maladies complexes qui évoluent différemment en fonction du type cellulaire, variabilité en fonction de l'âge, sur la survenue, du taux de croissance, du pronostic et de la réponse au traitement. Au niveau moléculaire, les cancers présentent des caractéristiques communes qui permettent de les regrouper en une seule famille. Toutes les cellules d'un cancer primaire touchant un tissu proviennent d'une seule cellule. Alors, d'abord, les caractéristiques des cellules cancéreuses, c'est immortalité. Les cellules se reproduisent à l'infini. Et indépendance. Elles ne respectent plus les lois de l'organisme. Donc, elles se reproduisent de façon anarchique. Incapacité à fabriquer des cellules spécialisées, donc de se différencier pour devenir des cellules fonctionnelles. Capacité d'infiltration et de migration pour, bien sûr, produire des métastases. Capacité de créer un réseau de nouveaux vaisseaux sanguins. Alors, pour qu'il y ait toutes ces caractéristiques-là, il faut qu'il y ait des mutations qui viennent affecter tous les processus qui participent à ces éléments-là. Alors, les mutations affectent les fonctions cellulaires, le taux de division cellulaire, la différenciation, donc à partir des cellules souches ou des cellules moins différenciées à la cellule fonctionnelle, et la réparation de l'ADN. Les interactions cellulaires aussi, ça prend des mutations qui affectent les interactions cellulaires. Comment ça fonctionne quand un tissu doit se renouveler? La cellule reçoit un ordre par des facteurs de croissance de se multiplier. Il y a deux phases, duplication de l'ADN, et mitose pour former deux cellules. Et puis, il y a deux interphases. Il y a des points de contrôle qui vérifient l'intégrité de l'ADN. Et si l'ADN n'est pas intègre,
ça induit soit la réparation ou l'apoptose. Alors, à l'issue d'une altération, donc, il y a 3 possibilités. Réparation fidèle, la cellule est redevenue normale. Mort, la cellule est éliminée. Persistante, d'une mutation non réparée et la cellule survit. Toutefois, c'est une minorité des mutations qui ont survécu qui sont cancérogènes. Ils ne sont pas toutes cancérogènes. Pour induire un cancer, ça prend entre 7 et 10 mutations spécifiques. Presque le tiers des gènes d'une cellule des mammifères est consacré à ces mécanismes de protection, contrôle de fonctionnement normal, mécanisme de défense. Alors, les altérations nécessaires à la transformation d'une cellule saine en une cellule maligne. Les nouvelles données nous montrent que ça prend la transformation d'un proto-oncogène en oncogène. Alors, un proto-oncogène, c'est un gène qui est impliqué dans le cycle cellulaire. Inhibition de plusieurs gènes suppresseurs ou anti-oncogènes, ce qui empêche l'apoptose ou la réparation. Donc, pour qu'il y ait un cancer, il faut qu'il y ait d'abord une altération des gènes qui participent à la division normale et il faut qu'il y ait une altération des gènes qui participent à la réparation cellulaire. En plus, ça rend insensible aux signaux inhibiteurs de surface et acquisition de propriétés d'angiogenèse d'un pouvoir invasif. Je vous dis juste pour ce qui est de l'apoptose, sachez que le gène du P53, c'est un gène d'apoptose, il y en a d'autres, qui induit l'apoptose. Alors, si tu l'inhibes, bien sûr, il n'y aura plus d'apoptose, la cellule va continuer à vivre. Mais cette altération du P53, on la retrouve à peu près dans 60 à 70 de tous les cancers. En plus, il y a des études qui démontrent que si on est exposé à des doses faibles, la réponse de la cellule, elle n'est pas la même que si on est exposé à des doses élevées. C'est que si on est exposé à des doses faibles, les tissus cherchent à induire plus rapidement l'apoptose. Mais si on est exposé à des doses élevées qui tueraient trop de cellules et que le tissu ne fonctionnerait pas, les mécanismes vont chercher à réparer. De telle sorte que tout ça conduit à amener les chercheurs à dire que même à très, très faible dose, la réponse ne peut être linéaire. Ceci dit, la conclusion de tout ça, c'est que les résultats des études sur la cancérogenèse vont remettre en question les modèles d'estimation de risque à faible dose avec leur linéarité. Et plus que ça, il est probable que ça remette en question l'existence de l'absence de seuil. Alors voilà. Merci.